Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire proposé sur IF Prof Égypte. Merci d'avoir répondu présent pour ce temps d'échange et de réflexion consacré à un enjeu majeur de l'éducation, l'enseignement en maternelle en contexte non francophone. Les premières années de scolarisation jouent un rôle déterminant dans le développement du langage, des compétences cognitives et du plaisir d'apprendre. Dans un contexte où le français n'est pas la langue d'usage quotidien, les enseignants relèvent chaque jour le défi de créer un environnement riche, stimulant et sécurisant, permettant aux enfants de construire progressivement leurs compétences langagières. Au cours de cette rencontre, nous explorons des pistes concrètes fondées sur les apports des neurosciences, du développement et des pédagogies actives afin de favoriser l'acquisition du français, de renforcer le partenariat avec les familles et d'accompagner les élèves vers une réussite éducative durable. Je vous invite à profiter pleinement de ce moment en partageant vos questions et vos expériences dans le fil de discussion. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de céder la parole à notre intervenante. C'est Madame Sarah Halabi, directrice pédagogique adjointe chargée du primaire au lycée international français Concordia du Caire. Je vous souhaite un très bon webinaire, une très bonne formation et à tout de suite. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Joseph pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va présenter un sujet très important en maternelle. Je vous remercie d'abord pour votre présence et on va essayer de détailler un petit peu comment on peut faire parler nos enfants en français alors qu'ils passent presque la majorité de leur temps à parler en arabe ou en anglais. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question. Quel est aujourd'hui votre plus grand défi pour faire parler les enfants en français? Donc, réfléchissez un petit peu et on va voir ensemble les réponses possibles. Alors, bien sûr, vous avez pensé tout d'abord à leur exposition à un environnement arabophone. Donc, l'arabe est la langue dominante à l'extérieur de l'école, accompagnée bien sûr de l'anglais. Deuxième point, donc l'école, c'est le lieu principal où ils parlent en français, si ce n'est pas le lieu unique où ils parlent en français, à part quelques enfants qui sont issus de familles francophones. Et bien sûr, il y a un troisième point, on a des élèves aussi qui se sentent un peu timides ou qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de se tromper, parce qu'ils n'ont pas un vocabulaire assez riche en français. Donc, voilà, je crois que tous les profs qui ont des classes en maternelle sont exposés à cette problématique. Alors, l'enjeu majeur pour nous, c'est il faut que chaque minute de classe compte pour construire des compétences orales. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut d'abord voir qu'est-ce que les sciences ou les neurosciences nous disent à ce propos. Alors, on va voir ce que disent les neurosciences concernant le bilinguisme précoce. Alors, pourquoi on va parler du bilinguisme précoce? Parce qu'en fait, nos élèves, ils sont de base arabophones et ils s'exposent directement au français, une langue qu'ils ne connaissent pas, et donc ils sont exposés à un autre langage qui est tout à fait différent à celui qui est à la maison. Alors, selon selon Patricia, donc une neuroscientifique et professeure à l'Université de Washington, donc les nourrissons distinguent des sons de plusieurs langues dès leur premier mois. Donc, pour elles, ce n'est pas un problème d'être exposé à une nouvelle langue parce qu'ils ont cette capacité de distinguer les sons. Et bien sûr, les sons, ils diffèrent d'une langue à une autre.
Donc, entre 2 et 6 ans, le cerveau de nos élèves possède une plasticité cérébrale exceptionnelle, une capacité à créer et réorganiser des connexions neuronales que nous, adultes, n'avons plus au même degré. C'est littéralement la meilleure fenêtre de toute une vie pour apprendre une langue. Selon aussi Hélène Bialiske, professeure de psychologie à l'université York au Canada, donc elle trouve que elle a suivi des enfants pendant des années, des enfants bilingues et monolingues, et elle a trouvé que les enfants bilingues atteignent les mêmes étapes au développement du langage que les enfants monolingues. Donc, ce n'est pas un problème d'être exposé à une deuxième langue dans un âge très petit où cette exposition précoce, elle n'est pas négative du tout. Et selon aussi Hélène Bialystok, professeure de psychologie à l'université York, qui a suivi des enfants bilingues, elle a trouvé que les enfants bilingues atteignent les mêmes étapes de développement du langage que les enfants monolingues. Même vocabulaire, même syntaxe, au même âge. Il n'y a pas de retard lié au bilinguisme en soi. On a aussi François Genèse, professeur émérite à l'université de McGill, qui a analysé des milliers d'heures d'enregistrement d'enfants bilingues. Sa conclusion est essentielle pour nous. Quand un enfant mélange deux langues dans une même phrase, ce n'est jamais aléatoire ni une confusion. C'est ce qu'on appelle le code switching. Donc, ce code switching, il doit juste suivre une organisation qui est cadrée. Et il y a une nouvelle étude publiée en 2024 dans la revue de communication biologie par une équipe de McGill, montre que connectivité accrue entre le cervelet et le cortex frontal gauche chez les enfants bilingues précoces donne une flexibilité, une élasticité des neurones. Donc, et plus l'exposition à la seconde langue commence tôt, plus l'étendue des zones cérébrales impliquées dans cette plasticité est grande. Donc, vous voyez que le fait d'être exposé à une deuxième langue, c'est plutôt bénéfique. Donc, on va voir ensemble un peu, on va expliquer un peu les régions dans notre cerveau. Donc, les connexions entre les différentes régions. Donc, les traits reliants, les différentes aires représentent les connexions neuronales, c'est-à-dire les réseaux de fibres nerveuses qui permettent aux différentes régions du cerveau de communiquer rapidement entre elles. Lorsque l'enfant parle ou écoute, donc on a l'aire de Wernicke, situé dans le lobe temporal, partie postérieure de l'hémisphère gauche. Donc, analyse et comprend les mots et le sens du message entendu. Donc là, on écoute, il faut qu'on comprenne. Donc, c'est par là que passe le langage. Il faut qu'on comprenne d'abord. Après, les informations sont ensuite transmises à l'aire de Broca, située dans le lobe frontal inférieur, hémisphère gauche, qui organise la production du langage, la construction des phrases et l'articulation. Après, on a le cortex frontal, situé à l'avant du cerveau, intervient pour mobiliser l'attention, la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Chez le bilingue, il permet de sélectionner la langue appropriée, d'inhiber l'autre langue et de passer facilement de l'une à l'autre. Le cervelet, situé à l'arrière et à la base du cerveau, sous les hémisphères cérébraux, coordonne les mouvements fins nécessaires à la parole, améliore la fluidité, le rythme et contribue à l'automatisation des apprentissages linguistiques. Donc vous voyez, toutes ces régions fonctionnent simultanément et de manière coordonnée. Elles forment un véritable réseau cérébral du langage chez l'enfant bilingue. Les interactions entre ces différentes régions sont renforcées par une exposition régulière aux deux langues, ce qui favorise la neuroplasticité et le développement des compétences langagières. Alors, ça c'est ce que disent les sciences, non? Comment nous, en tant que professeurs, on peut aider les élèves à pouvoir switcher entre ces deux langues? Alors, l'outil le plus efficace, c'est le jeu. Donc, à cet âge, le jeu consiste vraiment, l'outil très important
Pourquoi? Parce qu'il crée un besoin authentique de communiquer. Les enfants, quand ils sont en train de jouer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont communiquer ensemble. Et donc, je vous propose de voir comment on peut développer le langage dans les coins jeux, dans les classes de maternelle. Et j'ai choisi trois coins qui sont très importants, le coin cuisine et le coin docteur et le coin magasin. Alors, le premier exemple, le coin cuisine. Les verbes clés sont demander, nommer, décrire. Par exemple, un enfant va dire « je veux du sucre »,« s'il te plaît »,« la soupe est trop chaude »,« c'est rouge et rond », s'il va parler par exemple d'une tomate. Ce sont des phrases courtes mais authentiques. Donc, vous voyez comment ce coin jeu peut inciter les élèves à parler et à utiliser des mots de nature différente. On a des verbes, on a des adjectifs de couleur, on a des noms dans un contexte ludique. Si on passe par exemple au coin docteur, donc les verbes clés, ça sera par exemple expliquer, questionner, par exemple, où as-tu mal? Ce n'est pas grave, je vais t'aider. As-tu pris ton médicament? Si bien sûr, chaque coin est bien sûr enrichi par plusieurs objets qu'ils peuvent manipuler. Et on a aussi le coin magasin. Donc le coin magasin, ils peuvent employer les verbes acheter, compter. On peut entendre par exemple un dialogue. Bonjour, je voudrais des tomates. Bonjour, je voudrais du fromage. Et là, c'est une occasion d'introduire aux élèves un vocabulaire de politesse et de chiffres dans un contexte réel. Alors, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir ces coins, mais il faut voir comment utiliser ces coins pour introduire et aider les élèves à parler. Et donc là, on parle du rôle du professeur. Donc le professeur doit enrichir le vocabulaire, reformuler, relancer les échanges et modéliser des phrases complètes. Je vous donne par exemple un exemple. Par exemple, moi vouloir eau. Donc ça, c'est une phrase que les élèves répètent pour demander de l'eau. Comment on peut enrichir? Alors, il ne faut jamais leur dire non, on ne dit pas ça. Parce que cette correction de cette manière ne va pas aider les élèves à apprendre. On peut répondre par exemple, ah, tu veux de l'eau? Tiens, voici de l'eau. Donc, l'enfant entend la forme correcte, sans être jamais corrigé frontalement. Donc, c'est le geste le plus important de toute cette partie. C'est comment on peut les aider à enrichir leur vocabulaire d'une manière très fluide. Et c'est pour ça qu'il faut passer dans les coins au moment où les enfants sont en train de jouer. Alors, je vous donne par exemple un autre exemple. On va se mettre avec les élèves qui sont en train de jouer et on va leur dire, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Alors, l'objectif, c'est pas qu'ils nous répondent. C'est pas notre objectif de savoir qu'est-ce qu'il fait, mais c'est qu'ils puissent faire une phrase correcte. Donc, on va dire, par exemple, il va nous répondre, moi, faire soupe. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, tu fais de la soupe. Donc là, je lui ai donné la bonne structure sans que je lui dise non, on ne dit pas comme ça. Ça, c'est dans un premier temps. Alors, dans un deuxième temps, je vais enrichir en plus sa phrase. Tu fais de la soupe chaude ou froide? Donc là, j'ai introduit des adjectifs, j'ai encore enrichi. Alors, ce que je dois attendre à ce moment-là, je dois attendre la réponse. Il doit utiliser ma correction. Par exemple, il va me dire, je fais de la soupe chaude. Donc déjà, il a utilisé ma correction que j'ai introduite indirectement. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que l'enfant a intégré et reproduit une forme plus riche que sa phrase de départ. Alors, je vous invite à bien regarder ce schéma qui se passe en 4 temps. Donc, lancer, laisser produire, reformuler, laisser réutiliser. Et ce schéma fonctionne dans tous les coins jeux de la classe. Il faut que le moment de jeu libre soit un moment d'apprentissage.
un mot revient souvent quand on parle de classe bilingue, l'alternance entre les langues. Donc, des fois, ils vont vous répondre en arabe. Donc, ne leur dites pas non, il ne faut pas parler en arabe parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Mais on peut refaire la phrase, reformuler la phrase en français. Et bien sûr, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répéter après nous et c'est comme ça comment ils apprennent. Donc, vous voyez que le jeu, c'est vraiment un moteur du langage chez les élèves. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça pour les 25 élèves que vous avez dans la classe, dans tous les coins. Donc, je vous invite à réorganiser, par exemple, chaque semaine, vous organisez un ou deux coins. Et bien sûr, vous pouvez lier les apprentissages à vos progressions et voir quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez intégrer, qu'est-ce que vous voulez faire apprendre à vos élèves pendant ce moment de jeu. Alors, comme vous voyez là, donc, première étape, l'enseignant lance. Il faut lancer, il faut mettre les élèves dans une situation, comme on dit, de résolution de problème. La résolution de problème n'est pas seulement en mathématiques. J'ai un problème, j'ai des élèves qui ne parlent pas, je dois les inciter à parler. Donc, je lance, je pose une question ouverte. Comme ça, ils peuvent essayer de s'exprimer. Donc, l'enfant répond. Bien sûr, il va me répondre avec une phrase qui n'est pas complète, avec une phrase qui contient un mot en arabe. Alors, mon rôle, je dois reformuler et qu'il faut que ça soit clair aussi et pas trop long pour qu'il puisse réutiliser, reproduire d'abord et après réutiliser dans un autre contexte. Alors, nous avons parlé ici de l'alternance arabe-français. Donc, on a dit que les élèves, ils peuvent des fois passer par leur langue maternelle. Donc, l'alternance des langues peut sécuriser la compréhension lorsqu'elle est utilisée de manière intentionnelle. Donc, bien sûr, on ne va pas. Notre objectif, ce n'est pas qu'ils parlent en arabe, mais notre objectif, c'est qu'ils apprennent le français. Donc, on va utiliser leur langue maternelle comme un pont de langue. Donc, l'alternance des langues peut sécuriser la compréhension, mais seulement lorsqu'elle est utilisée de manière intentionnelle. Ce n'est ni interdit, ni un aveu d'échec. C'est un outil à condition de bien s'en servir. Alors, voici ce qu'il faut faire. Il faut expliquer brièvement en arabe en cas de besoin. Par exemple, utiliser l'arabe pour sécuriser un enfant en détresse. S'il pleure ou il panique, valider les tentatives en français, même si elles sont imparfaites, pour encourager plutôt que décourager. Donc, un enfant qui est en crise et qui pleure et qui ne comprend pas très bien le français, il a besoin peut-être de lui dire une seule phrase en arabe pour qu'il se sente en sécurité, il se calme et après, je reprends le français. Donc, l'objectif de l'utilisation de l'arabe dans cette situation-là, c'est juste pour le sécuriser. Vous pouvez bien sûr utiliser, si vous avez des aides, vous avez des assistants dans vos classes, ils peuvent faire ce rôle de parler en arabe avec l'enfant qui est en crise pour qu'il se sente un peu en sécurité. Ou bien, vous pouvez le faire vous-même. Alors, cette alternance codée, ça veut dire utiliser l'arabe pour lever les obstacles de compréhension, tout en maintenant le français comme la langue de scolarisation. Vous pouvez tolérer aux enfants de vous parler en arabe et de s'adresser à vous en arabe pour leur donner cette sécurité que je suis là, je vous écoute, je vous comprends. Et après, je reproduis. Par exemple, un enfant, il vient pour me dire, je veux dire le mot en arabe, il ne sait pas le dire en français. Je ne veux pas le laisser souffrir parce qu'il faut qu'il me dise la phrase en français. Je peux l'écouter. Après, ah, tu as mal au ventre. Et donc là, je l'ai écouté, je l'ai sécurisé et en même temps, je lui ai donné le vocabulaire pour qu'il puisse l'utiliser la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'il faut valider les tentatives en français, même quand elles sont imparfaites. S'il me dit un seul mot en français dans une phrase qui n'est pas correcte, je dois tolérer ça
et je dois l'accepter. Alors, ce que je dois éviter, donc, c'est la traduction systématique mot à mot. Ça ne sert à rien que je traduise une phrase pour un enfant. Il va oublier. Il faut que je l'écoute et après je reproduis la phrase en français avec une syntaxe simple et facile. Alors, il faut maintenir le français comme la langue de scolarisation. Donc, toujours revenir en français. Mais je peux utiliser l'arabe comme on a dit, comme une façon de sécuriser l'enfant, de l'écouter, de le comprendre et de l'aider à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'elle doit être utilisée d'une manière intentionnelle, d'une manière cadrée, d'une manière bien réfléchie. À vous de voir comment vous pouvez le faire. Soit ils savent très bien qu'au moment où ils n'arrivent pas à s'exprimer en arabe, ils vont s'adresser à l'assistante de classe, si vous avez des assistantes arabophones, qui vont les écouter, qui vont les aider, et après, ils reformulent, et après, ils peuvent vous traduire ce qu'ils ont dit. Si vous avez un contact direct, vous pouvez le faire vous-même, mais la règle d'or, c'est toujours revenir au français. Donc, l'alternance, c'est un pont, mais ce n'est pas une destination, ce n'est pas notre objectif. Mais ce n'est pas interdit quand même. Ça reste quand même leur langue maternelle avec laquelle ils s'expriment. Et à cet âge, si l'enfant ne se sent pas en sécurité, il va se bloquer, il ne va pas pouvoir progresser. Et bien sûr, ceci va différer du début de l'année à la fin de l'année. Certainement, les élèves, quand ils viennent en classe, et surtout, je vais parler de la petite section et de la moyenne section, soit ils viennent directement de la maison, ou bien ils viennent d'autres crèches, des fois des crèches même anglophones. Donc, ils n'ont pas encore acquis le langage français. Donc, au début, c'est difficile. Il faut passer par ce pont de langue. Si l'enfant il maîtrise plus l'anglais, vous pouvez utiliser l'anglais aussi comme pont pour que l'enfant puisse apprendre le français. Je me rappelle, lors du master, j'avais fait une petite étude et j'ai choisi 3 élèves. Donc, un élève qui ne parlait qu'en anglais, parce que à la maison, c'est la langue courante avec les parents. Les parents sont plus anglophones. Et donc, il y avait d'autres cas. Mais cet élève-là, il avait vraiment, on va dire, un bagage linguistique très riche en anglais que j'ai utilisé pour qu'il puisse acquérir le français à la fin de l'année. Et bien sûr, je tolérais à cet enfant de s'exprimer en anglais pour qu'il se sente en sécurité, pour qu'il se sente compris. Et à la fin de l'année, ça y est, il a bien compris que maintenant, il maîtrise le français, il arrive à faire des phrases. Des fois, il utilisait des mots en anglais quand il n'arrivait pas à trouver le vocabulaire, mais quand même, il a bien compris que maintenant, je peux faire une phrase. Et c'est comme ça comment il faut travailler avec les élèves. Surtout en maternelle, c'est vraiment un travail, on va dire, un travail individualisé, mais au sein du groupe. Il faut voir chaque élève, et c'est pour ça que je vous conseille de faire toujours des grilles d'observation. On va en parler à la fin, mais en début d'année, faites aussi des grilles d'observation pour voir le niveau des élèves, pour voir leurs prérequis, pour voir quelles sont les bases sur lesquelles vous pouvez, les choses sur lesquelles vous allez vous baser pour pouvoir suivre l'évolution de chaque élève. Vous savez très bien que la progression en maternelle, c'est une progression, c'est une évaluation positive. Il faut suivre chaque élève selon ses capacités, selon ses connaissances, et surtout, comme je dis, en petite et moyenne section, vous êtes en train de transformer un enfant à un élève. Et c'est ça son entrée dans le cursus éducatif. Alors, on a parlé de votre rôle en tant que prof, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut accompagner les élèves, qu'est-ce que vous devez faire dans vos classes, comment il faut aménager les classes. On a parlé de coins. Là, je vais vous parler de famille. Et là, les familles, pour moi,
c'est un partenaire très important pour la construction de la langue chez les petits, même si les familles ne sont pas francophones. C'est à vous de guider les familles pour vous aider. Donc, c'est un trio. Donc, il y a l'élève, il y a le prof, il y a la famille. Et la famille, c'est un partenaire très important. Alors, à vous, à vous de guider les familles pour vous aider. Si les familles sont francophones, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est des familles qui vont pouvoir parler avec leurs enfants à la maison. Ils vont encore pratiquer la langue en dehors de l'école. Mais si les familles ne sont pas francophones, et c'est vrai, on a pas mal de familles qui nous posent des questions en début d'année, comment je peux suivre mon enfant, comment je peux l'aider. Alors, ce que vous pouvez proposer aux familles, c'est d'abord écouter des comptines, par exemple. Vous pouvez leur proposer des comptines sur YouTube Kids, ou bien pouvez vous-même, si vous avez des plateformes, si vous avez des applications sur lesquelles vous travaillez, de leur donner des ressources et d'écouter ces chansons avec leurs enfants, même s'ils ne comprennent pas le français, même s'ils ne parlent pas le français. Il faut que les familles soient aussi exposées d'une manière passive au rythme et au son du français, même si personne à la maison ne parle français. Ça, c'est très important. Et je vous conseille de faire ça au moment où vous faites votre première rencontre avec les parents, lors de la première réunion parents. C'est un point très important. Ça soulage aussi les parents qui ne sont pas francophones et qui ont choisi cette langue pour leurs enfants. Deuxième chose, c'est regarder des albums. Je n'ai pas dit lire des albums. Regarder des albums avec images, même sans texte. Et de laisser l'enfant raconter à ses parents le texte. Et donc là, c'est l'enfant là qui est le leader. Donc on valorise les acquis de l'enfant, même s'il fait des erreurs, même s'il va raconter une histoire tout à fait différente à ce qu'il a entendu en classe. Mais là, on est en train de valoriser les apprentissages et de valoriser, il va devenir expert. Et ça met en valeur l'enfant et ça met en valeur le français. Et peut-être que la prochaine fois, l'enfant, quand il va sentir que à la maison, ils sont intéressés par ce qu'il a appris et c'est lui qui leur raconte une histoire en français, il va être plus attentif en classe pour pouvoir raconter à ses parents. Troisième point, c'est encourager l'enfant. Donc, il faut, par exemple, un enfant, il va venir pour répéter des mots à ses parents. Il doit lui dire bravo, même s'ils n'ont pas compris, même s'ils ne savent pas s'il a bien prononcé ou pas, s'ils ne sont pas francophones. Mais il faut valoriser chaque tentative en français à la maison. Même s'il a dit bonjour, bah, il faut le féliciter, dire le lendemain à l'enseignante, bah, hier, il nous a dit une phrase en français, hier, il nous a dit un mot en français, mais nous, on ne comprend pas, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Ça met en valeur encore les tentatives de l'enfant et il va essayer encore et encore. Et bien sûr, ce qu'on a dit, c'est valoriser les progrès. Par exemple, afficher ses dessins, afficher... c'est pour ça qu'il faut rester en lien avec les parents et leur dire que chaque fois, vous allez leur envoyer moi, je suis plutôt pour l'encouragement à travers la mise en valeur des productions des élèves. Je ne suis pas trop pour les bons points et tout ça. Bon, chacun, bien sûr, chacun à sa manière. Mais moi, je crois que là, par exemple, on va dire que celui qui va prononcer ou raconter l'histoire, même s'il y a des erreurs, attention, ne valorisez pas seulement les élèves qui réussissent. Il faut valoriser même ceux qui font des efforts. Prendre une photo, l'envoyer aux parents, les parents vont l'afficher dans la chambre. Tout ça, ça aide l'enfant à se sentir valorisé et à progresser encore et encore. Donc, vous pouvez par exemple proposer aux familles un kit langage mensuel, de comptines, un album, un jeu de vocabulaire. À vous de voir. À vous de voir comment vous pouvez gérer et organiser votre lien avec les parents. Mais il faut que les parents soient introduits dans cet environnement de l'enfant et qui soit en lien avec l'enseignante.
Alors, là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des neurosciences, on a parlé des points jeux, on a parlé du rôle de l'enseignant et on a parlé du rôle de la famille. Alors, là, on va revenir à un point très important qu'on a abordé au début, c'est comment évaluer la progression de l'enfant. Donc, j'ai parlé au début de grilles d'observation. Nous, alors, les profs en maternelle, ils ne font pas d'évaluation écrite ou de contrôle continu. Ce sont des observations qui se passent pour que vous puissiez valoriser l'évolution de vos élèves. Alors, l'observation est indispensable pour ajuster votre pratique, mais elle peut vite devenir un fardeau si elle est mal calibrée. Le mot ordre ici, elle doit être simple, rapide et ciblée. Si vous voulez tout évaluer en même temps, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, il y a 5 dimensions que je vous propose d'observer chez l'enfant. La compréhension des consignes. Donc, il faut voir, est-ce que l'enfant, il peut exécuter des consignes sans aide gestuelle? Est-ce que le vocabulaire utilisé, il est compris? Quels mots et quelles catégories? Est-ce qu'il comprend les noms, il comprend les verbes, il comprend même les adjectifs? La longueur des énoncés. Donc, il faut voir aussi, est-ce qu'il peut comprendre une phrase, une longue phrase, ou bien il faut juste lui dire une phrase simple. Donc, ça, c'est le vocabulaire. Le deuxième point, c'est le vocabulaire utilisé. Troisième point, la longueur des énoncés. Et le quatrième point, c'est l'interaction avec les pairs. Donc là, il a compris, il a exécuté, il utilise des mots, il comprend ou il produit des phrases un peu longues, mais là, est-ce qu'il y a une interaction avec les pairs? C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des moments de discussion, des moments de débat en petits groupes pour voir et pour pouvoir évaluer cette extension. Et bien sûr, il faut voir le progrès dans le temps, évolution sur 3-6 mois, comparaison des traces. C'est pour ça que je vous propose de faire, par exemple, un petit livret ou un petit carnet ou un petit dossier où il y a les grilles d'observation et de revenir, par exemple, chaque 2-3 mois pour voir l'évolution sur certains points. Par exemple, vous pouvez choisir 2 ou 3 points sur une durée, par exemple, d'un mois et de voir en début du mois, ou bien est-ce qu'il maîtrisait, par exemple, la compréhension des consignes. Là, il a progressé. Je peux mettre des consignes un peu plus complexes et ainsi de suite. Et c'est comme ça comment vous pouvez observer et évaluer les progrès. Alors, pour les outils, restez léger. Choisissez des grilles d'observation simples, rapides, ciblées sur 1 ou 2 critères. Vous pouvez aussi utiliser les albums écho. Je ne sais pas si vous avez une idée. Donc, à l'album écho, vous pouvez prendre des photos de l'élève en train de faire une activité. Et après, vous mettez ces photos sur un petit album que vous nommez album écho de tel ou tel élève. Et après, c'est à l'élève de reproduire des phrases pour exprimer ce qu'il avait fait. Et c'est son travail à lui. Il n'est pas en train de décrire une image sur un album ou d'écrire une image qui ne le concerne pas. Non, ça concerne son travail. Et donc, il va utiliser et réutiliser ce qu'il a appris. Par exemple, il est en train de tracer des lignes verticales. Donc, prenez une photo, mettez sur son album écho et dans un moment, vous pouvez retravailler avec lui. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire ici? Qu'est-ce que tu as tracé? Donc, est-ce qu'il est capable de répéter déjà l'activité, donc c'est tracer des lignes verticales. Est-ce qu'il est capable de dire une phrase, donc je trace des lignes verticales? Est-ce qu'il va juste dire le mot, donc pour dire voilà l'activité? Et c'est là où vous allez travailler, comme on avait dit au début, de lui donner le vocabulaire et de lui laisser le temps pour qu'il puisse le réutiliser dans un autre contexte. Alors, l'observation, elle guide les décisions pédagogiques. Donc, elle n'est pas une sanction. On n'est pas en train de faire l'observation pour donner une note. Non,
en fait, c'est une observation pour vous aider d'abord à évaluer. Et l'évaluation en maternelle, c'est une évaluation formative au fur et à mesure. Et après, voilà, j'ai maintenant les données des évaluations, le progrès de l'élève, qu'est-ce que je dois lui mettre en place pour qu'il puisse évoluer. Et donc, c'est un outil pédagogique et je vous conseille de les mettre dès le début de l'année. D'abord pour avoir une vision en amont, pour voir quels sont les prérequis des élèves, et bien sûr au fur et à mesure pour chaque activité. Je reviens encore une fois aux mots-clés. Il faut que ça soit simple, que ce soit précis et ciblé. Sinon, vous allez vous perdre. Alors là, je vous ai préparé une petite grille d'observation, un exemple rempli. Alors ça, c'est un extrait d'une grille hebdomadaire réelle ciblée sur 2 critères à adapter à votre classe. Donc, on a 3 enfants, comprend les consignes, le vocabulaire produit, la longueur des énoncés, et après, on peut mettre une petite observation. Alors, j'ai choisi 3 prénoms. Donc, Amira, elle comprend les consignes? Oui, sans geste. Youssef, il a besoin d'un appui gestuel. Lina aussi, elle apprend sans geste. Vocabulaire produit, pour Amira, 12 mots. Elle connaît les objets et leurs couleurs. Youssef, il connaît 6 mots. Lina, 20 mots et plus. La longueur des énoncés. Alors, Amira, elle dit des mots isolés. Pareil pour Youssef. Lina, elle arrive à produire des phrases de 2 à 3 mots. Alors voilà les notes de l'enseignante et c'est très important de laisser des notes. Vous avez plusieurs enfants, donc vous n'allez pas pouvoir vous rappeler de tout le détail. Par exemple, pour Amira, c'est noté progrès net depuis 3 semaines. Youssef a simulé au coin jeu. Donc vous voyez comment on va travailler la compréhension, on va travailler le vocabulaire dans le coin jeu. Et par exemple, pour Lina, encourager la narration. Donc, on peut par exemple lui laisser l'occasion de nous raconter parce qu'elle arrive maintenant à faire des phrases. Donc vous voyez que même la décision de l'enseignant dépend de ses observations. Donc la grille sert à ajouter votre pratique et pas à comparer les classes ou les enfants entre eux. C'est vraiment pour voir qu'est-ce que vous allez mettre pour chaque élève pour pouvoir progresser d'une manière formative et aussi d'une manière individuelle. N'oubliez pas qu'en maternelle, on évolue individuellement au sein du groupe. Donc, on n'est pas en train d'individualiser les apprentissages, mais d'individualiser les pratiques pour intégrer les élèves au sein du groupe. Parce qu'à la fin, nous avons une classe, pas un seul élève. Alors, votre travail en maternelle est très important. La maternelle est très importante. Pourquoi? Parce que ce travail qui va être il s'inscrit dans une progression continue de la petite section jusqu'au CP. Vous êtes en train de préparer des élèves pour arriver en élémentaire. Et bien sûr, la première étape en élémentaire, c'est le CP. Donc, en petite section, c'est la découverte du français, le vocabulaire de base, les consignes simples. En moyenne section, on passe à des phrases de 2 ou 3 mots, des interactions guidées, des jeux de rôle, exactement ce que nous avons vu avec les coins-jeux. En grande section, les enfants construisent des phrases complexes, commencent à raconter, à argumenter simplement. Et au CP, ce langage oral devient le socle sur lequel se construisent la lecture et l'écriture. Vous savez très bien qu'au CP, on commence le encodage, décodage, lecture et écriture. Et donc, votre travail en maternelle est très important pour préparer les élèves au CP. Alors, il faut partager ce que vous faites avec vos collègues du primaire. Le travail fait en maternelle n'est pas une parenthèse avant les choses sérieuses. Le langage oral constitue le socle de la réussite scolaire. Un enfant qui arrive en CP avec un oral solide en français aborde la lecture dans le bien meilleur de bonnes conditions.
Alors déjà, il a construit une conscience phonologique, il arrive à distinguer des sons, il a déjà un vocabulaire enrichi, il arrive à faire des phrases, et là, il va rentrer dans le détail de l'écriture et l'écriture et la lecture. Excusez-moi. Alors, si on veut récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on va parler d'abord du bilinguisme précoce. Donc, le bilinguisme est une richesse, pas une déficience. Les enfants bilingues atteignent les mêmes étapes de développement que les monolingues. Donc ça, on en est d'accord. 2, français s'apprend en vivant dans des situations de communication authentique, pas des exercices abstraits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais qu'en maternelle, c'est difficile de faire parler des élèves qui n'ont pas de base dans cette langue française, mais je vous rassure que les coins-jeux, travailler à travers des activités ludiques. Les fiches de travail, vous pouvez les faire, mais à la fin. Je sais que dans notre contexte d'école francophone, dans un milieu arabophone, des fois, on est obligé de laisser des traces pour que les parents puissent voir ce que vous faites en classe. Je ne dis pas non, je ne suis pas contre, mais il faut que ça soit vraiment 2% du travail qui est fait sous forme de jeu, sous forme d'atelier, sous forme de manipulation. Et si vous voulez vraiment montrer aux parents ce que vous faites, prenez des photos, faites des albums éco, faites des carnets de progression. Vous mettez par exemple la photo de l'élève en train de faire un atelier ou faire une expérience ou de manipuler pour trouver une solution pour un petit problème mathématique. C'est très important. C'est très important. Ils ne vont pas apprendre. On ne nous sent pas dans une classe magistrale où vous allez donner votre cours et eux, ils vont recevoir et après, ils vont appliquer. Non. Ils apprennent au même moment où vous travaillez avec eux. Donc, partagez vos classes en petits groupes. Réfléchissez bien aux ateliers que vous mettez en place. Bien cerner votre objectif pour chaque atelier pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les élèves puissent acquérir une compétence à la fin. Alors, troisième point que j'ai déjà abordé, donc c'est le jeu. C'est le principal moteur des apprentissages langagiers. Il crée un besoin réel de communiquer. Quatrièmement, l'alternance des langues doit être réfléchie et limitée. On revient toujours au français comme langue principale, mais on n'interdit pas les élèves de parler en arabe s'ils n'arrivent pas à s'exprimer. On leur laisse le temps de s'exprimer, on reformule, on leur donne le vocabulaire nécessaire, la structure correcte des phrases, et on les encourage à travers nos questions, à travers les situations dans lesquelles on les met, pour qu'ils puissent réutiliser ce que nous leur avons donné pour qu'ils puissent parler en français. Et bien sûr, n'oubliez pas le rôle de la famille. Donc, les familles sont des partenaires essentiels. Même sans parler français, elles peuvent accompagner leurs enfants et les aider à progresser. Et dernière chose, c'est les observations. Donc, l'observation guide les décisions pédagogiques et permet d'ajuster les pratiques au plus près des besoins. Donc, c'est nécessaire, c'est très important de construire vos progressions. Donc, dans le prochain webinaire, on va voir comment on peut construire une séance tout en respectant la logique et les étapes de la séance pour arriver à la fin à notre objectif. Mais là, je vous invite à intégrer le jeu dans vos progressions dès le début de l'année. Je sais très bien que la plupart des enseignants en maternelle, ils construisent leur progression en fonction du thème. Donc, vous pouvez choisir les thèmes que vous voulez, mais à travers chaque thème, vous allez travailler les compétences dans tous les domaines
les mathématiques, le français, les sciences. Je vous invite aussi à créer des coins pour les sciences, pour que les enfants puissent explorer, puissent faire des expériences et faire des essais. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut que vous travaillez le langage. Le langage se travaille en maternelle dans les coins jeux. Vous pouvez choisir à chaque fois des coins et selon vos objectifs, et à chaque fois, vous précisez qu'est-ce que vous voulez travailler avec les élèves. Donc, notre webinaire arrive à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, votre présence, et je voudrais répéter une phrase qui me paraît très importante. Un enfant qui apprend deux langues ne divise pas son intelligence, il la multiplie. Donc, au contraire, votre contexte bilingue rend ses élèves encore plus intelligents parce qu'ils ont deux cultures, deux langues, et ça leur permet d'évoluer selon leur âge. Donc, est-ce que vous avez des questions?